Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu nous vois sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire ici et envoie ta demande et on va te prendre ici en direct pour que tu puisses nous la raconter. Histoire mystique seulement. Histoire mystique seulement. On ne va pas. Les histoires d'amour qui n'ont pas marché là, ça ne donne pas avec nous. Et les histoires de mon gars ne prend plus mes appels là, mon benguis ne décroche plus. Non, ça ne nous concerne pas. Oh, mon benguis ne prend plus les appels, il est en mode avion. Je ne veux pas ça. Donc. Bonsoir la communauté de... Bonsoir la pétrolière. Comment vous allez? L'agent c'est nous maintenant. N'est-ce pas non? Pétrolière. N'est-ce pas non? Ça arrive, ça arrive. J'ai rencontré une histoire, bon, je raconte ma propre vie quoi, ma propre vie. Comme tu le dis souvent, on ne donne pas le nom, ni peut-être l'endroit où ça s'est passé. C'est ça, j'espère. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne donne pas, on ne sait pas les noms des gens. Tu peux dire le nom du pays, même du quartier. Tu ne donnes pas seulement les détails de l'endroit où la maison se trouve, par exemple. Ok, je suis camerounaise. Je suis dans la ville de Ngaoundéré précisément. Et j'ai vécu une histoire que j'ai vécue avec un homme bon, de la place. Il est de la justice, bien sûr. On est ensemble, on a fait d'enfants. Bon, on a fait 2 enfants ensemble. Pour l'aîné, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'ai fait le deuxième, c'est là où ma vie a commencé à basculer. En tout cas de A à Z. J'ai eu tous les problèmes du monde. Puisque le monsieur était marié avec sa première femme, ils ont fait 23 ans de mariage, ils n'ont pas eu d'enfant. Et quand le monsieur est venu vers moi, il ne m'a jamais dit qu'il était marié ou bien sa femme ne faisait pas d'enfant. Une fois ensemble, que je suis par derrière, j'ai mené mes investigations par derrière, que je suis que le monsieur n'a pas d'enfant et il n'a pas eu d'enfant avec sa première femme. Il m'a promis le mariage, tout allait bien, il m'a trouvé un boulot, je travaille. Quand j'ai accouché le petit, la femme est venue. Elle me dit que son mari n'a pas fait d'enfant. Elle est venue me trouver chez moi, à domicile, dans ma maison. Qu'ils n'ont pas eu d'enfant avec son mari. Et là, comme j'ai fait l'enfant, il faut que je remette l'enfant à 3 mois, sinon l'enfant va mourir. À 3 mois. Un petit garçon. Je lui ai dit que mais je n'ai fait aucun contrat avec ton soi-disant mari. Et moi, que tu vois, bon, je n'ai aucun problème. Et je ne veux pas te remettre mon enfant puisque on n'a pas signé de contrat entre moi et toi. L'enfant, c'est mon enfant et va causer avec ton mari. Si tout ce qu'il va te dire là-bas, c'est entre vous, puisque moi, je ne te connais même pas. Elle me dit que non, elle me dit des choses vraies. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais appeler le monsieur. J'ai appelé le monsieur au téléphone. Je l'ai salué bien. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il y a une dame qui est venue ici. Elle me dit qu'elle s'appelle Tang. Bon, et je ne sais pas, tu la connais? Il me dit oui. Comment? Il me dit que non, c'est mon épouse. J'ai dit ok. Et elle vient me demander l'enfant, que j'ai fait un contrat ou bien j'étais promis que quand je vais accoucher, je vais lui remettre l'enfant. Il me dit que ne la réponds pas. Il faut que tu cherches une maison, tu dois déménager, il faut que tu aies habité ailleurs. Quelque chose que j'ai refusé. J'ai dit que c'est ma maison. J'ai saigné pour construire ma maison. Je ne peux pas déménager, je ne peux pas quitter le quartier parce que ta femme est venue me menacer. Je suis chez moi, je ne peux pas. Le monsieur insiste que je dois déménager. J'ai déménagé. Je suis allée dans un autre quartier pour aller habiter. Et là-bas, la femme m'a suivi là-bas. C'est là que tous mes problèmes ont commencé. L'oreille de l'enfant coulait le sang. On m'a envoyé à Garoua. Dans un grand hôpital là-bas, hôpital général, je pense bien. J'ai fait les radios, tout ce qui va avec. À Garoua, ça n'a pas marché. Il faut les scanners. J'ai fait les scanners, ça n'a pas marché. Ils m'ont renvoyé sur Yaoundé. Il faut aller faire les scanners à l'enfant. Je suis allée à Yaoundé faire les scanners. On me dit que l'enfant a l'hémorragie interne. Un bébé
Un bébé de moins de 1 an. Il a l'hémorragie. Il dit que mais l'enfant n'est jamais tombé entre mes mains. Et je suis presque fréquemment avec l'enfant. La personne qui me garde l'enfant quand il part au travail, c'est ma soeur. Elle n'a pas fait du mal à l'enfant. Je n'ai pas compris la situation. Je rentre dans la vie, je dis au monsieur que bon, on a dit que l'enfant a l'hémorragie, il faut l'hospitaliser. C'est ta soeur, elle ne peut rien faire à l'enfant, hein? Oui, oui, oui. C'est ma soeur du genre qu'on est ensemble, elle prépare pour moi, elle garde les autres enfants que j'ai eu avant, pas avec le monsieur. Et on était ensemble depuis. On me dit que l'enfant a l'hémorragie. Je rentre, l'oreille de l'enfant coule le sang. D'habitude, moi, je vois souvent que non, il y a les enfants qui, les oreilles coulent souvent, on appelle ça comment, le pu. Mais l'autre, c'était le sang. C'est comme ça que je rentre. J'ai dit au monsieur, il me dit que bon, lui, il me laisse l'enfant, il ne veut plus, il ne veut même plus de moi. Puisque là, il est en train de mettre les problèmes dans son couple. Je lui ai dit que mais il faut qu'on soigne l'enfant. On doit soigner l'enfant puisque l'enfant est malade. L'enfant a le droit d'être soigné. Il me dit que non, il est fatigué de dépenser sur cet enfant. Lui, il ne peut pas. C'est comme ça que je peux avoir son chef, la hiérarchie, son procureur général. Je lui trouve dit que bon, monsieur, comme vous voyez, voilà, j'ai fait l'enfant avec tel monsieur. Il m'a promis le mariage. Et là, on a les enfants. L'enfant est malade. Il ne veut pas le soigner. Le procureur l'appelle. Il nie. Il dit que ce ne sont même pas ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Il faut que, comment dire, il faut qu'il fasse d'abord un test de paternité pour confirmer que ce sont ses enfants. Il a fait. C'est sorti que ce sont ses enfants. D'accord. Et là, il me dit qu'il veut reconnaître les enfants, mais au nom de sa première femme. Je dis que, mais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas accoucher mes enfants et quelqu'un d'autre vient reconnaître les enfants comme si tu les avais adoptés pour ramener chez toi. Moi, je ne peux pas. Il me dit non. Il faut que je lui remette les enfants. C'est que l'enfant doit être guéri. Il faut que je remette. C'est lorsque j'ai refusé. J'ai retourné une fois dans mon village aussi. Bon, c'est à partir de là qu'on a soigné l'enfant. Au village, ils m'ont dit que non, c'est la dame qui a lancé les choses à l'enfant. Du genre que l'enfant perd la tête, quoi. On a soigné l'enfant là-bas. Donc, depuis ce temps, on peut dire que l'écoulement de l'oreille, ça va. Le monsieur a disparu. Il a carrément disparu. Il a disparu. Je ne sais pas où il est actuellement. Je ne connais pas. Mais le monsieur a disparu. Bon, là, je suis avec mes enfants. Je rends grâce à Dieu que non, l'enfant est déjà guéri. Le côté que l'oreille coule le sang, le pu, du chat que je souffre là, non, il n'y a plus. Mais le monsieur a disparu. Lui et sa femme. Bon, c'est un peu ça ma petite histoire. C'était vraiment mystique, c'était vraiment mystique. Je vois dans le message, c'était vraiment mystique. Puisque l'oreille de l'enfant coulait le sang. Et à l'hôpital, ils n'ont pas pu détecter, ils n'ont pas pu soigner l'enfant à l'hôpital. Il a fallu absolument entrer à l'indigène pour soigner l'enfant. C'était vraiment mystique. C'est un peu ça. Bon, c'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire, la pétrolière. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. D'accord. Merci à toi. Merci. Comment ça, il faut reconnaître l'enfant? Il faut que les enfants portent le nom de ta femme. Donc moi, elle est les seulement quoi. Le bois, le coffrage, tout ça comment? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Je vais très très bien. Bonsoir à toute la communauté DMG. Bon, je vais raconter ma petite histoire que j'ai vécue moi-même. C'était dans les années 2012, je crois. Je faisais première dans un lycée à Douala. Bon, c'était pendant les examens, en fait. J'avais fait le probatoire 3 fois. Donc, c'était la 3e fois que j'ai eu. Les 2 premières fois, c'était genre mystique, quoi. La première fois, quand je vais composer l'examen en 2012, je rêve que je suis arrivé en retard. Et pendant cette période-là, j'avais même pas l'envie de réviser mes leçons. Genre, j'étais découragée. Quand je prends le cahier pour lire, 1 minute, 2 minutes, bah, j'ai plus l'envie de réviser, quoi. Quand je vais composer, je rêve que je suis arrivé en retard. Et bien évidemment, j'arrive en retard à l'examen. Jusqu'à les portiers et ceux qui gardent la barrière, ils me disent, mais quand tu viens à l'examen, tu sais pas qu'il faut venir à l'heure.
Première fois, je rêve que je viens en retard. J'explique à ma mère, elle me dit non, c'est pas ça. C'est peut-être mystique. Je dis ok. Deuxième année. Bon, la première année, j'ai échoué. La deuxième année, je suis quittée de la maison familiale. Je suis allée vivre ailleurs. Je suis ma tante pour aller passer les examens. Là, j'étais bien chaude. Je révisais bien, je bossais bien. J'avais plus la paresse de réviser mes leçons. Donc, je quitte. À la veille du jour où je dois aller composer l'examen, la chambre dans laquelle je dormais, c'est ma mère qui dormait le jour-là. La nuit à 2 heures, ma mère m'explique le lendemain, puisque c'est le lendemain qu'elle m'explique. Elle me dit, la nuit à 2 heures, elle entend comment quelqu'un vient toquer à la porte. Puisque ma chambre, elle était genre dehors, c'était dehors. Elle entend comment quelqu'un toque. Quand quelqu'un toque à la porte, les portes en bois, tu entends, tu sens que c'est quelqu'un qui toque. Et puis quand elle ouvre, elle voit le chien. Un chien qui se bat. En fait, quand elle ouvre, elle voit le chien et puis le chien part. Et moi, pendant ce temps, dans la nuit, je suis en train de rêver que j'arrive en retard. La même chose se reproduit et je vais à l'école composer. J'arrive en retard. Déjà, je suis arrivée que c'était déjà presque la fin de l'épreuve. Et puis, j'ai rien écrit, en fait. Puis, cette même année, j'ai échoué le probatoire. Après, je pouvais plus, j'étais vraiment stressée. J'avais même failli me suicider ce jour-là, je vous jure. Puis, qu'est-ce qui ne va pas, machin truc. C'est ma maman qui m'a arrêté. Elle me dit non, 2 fois, c'est pas tuant, tu vas refaire la 3e fois. Puis ma maman me décide de m'envoyer au village. C'est au village que j'ai fait mes 2 années. J'ai eu mon probatoire et j'ai eu mon bac. Donc, c'était ma petite histoire encore. Alors, je sais pas, je sais que c'est mystique quand même parce que quand j'arrive au village, j'ai plus ce genre de rêve, j'ai plus ce genre de truc. Et puis, quand j'arrive au village, je vais à l'école, je vais à l'église, j'entre à l'église. Donc, je me suis communié, j'ai pris la communion. Donc, j'étais à l'église, j'étais activement dans les trucs d'église. Donc, prier Dieu sans cesse. Donc. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, Stéphanie. Écoutons un peu l'histoire ici. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Vraiment, tes vidéos nous sensibilisent, nous tous, peu importe de quelle nationalité nous sommes. Je suis un jeune Camerounais qui vit précisément ici à Douala. Je fais actuellement dans le câble. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est moi-même actuellement. Et elle est un peu longue, excusez. L'histoire commence donc en 2017. À la Sonel Lobaba 2017. J'étais en train de travailler, mon patron, je vais taire son nom. Mais ceux qui connaissent la Sonel à Lobaba, après le jardin Lobaba, ceux qui connaissent l'endroit. Peut-être qu'ils peuvent même se souvenir qu'il y a quelqu'un qui était mort là-bas, puisque c'était moi. Mais je vais essayer de vous raconter rapidement. Comme je le disais donc, en 2017, à la Sonel Lobaba, en face là-bas, il y a un bar. Ce bar-là, j'étais en train de travailler en bas avec mon patron. Il était en bas. Quand je suis monté sur le poteau, il y avait les câbles des clients, comme sur un câble, pour ceux qui connaissent les câbles là. Il y avait les câbles qui étaient brûlés, qui partaient chez les clients. C'était 5 câbles, donc 5 clients qui étaient sur ce poteau en question. Nous, comme on branche souvent les... Il y a souvent nos appareils qui viennent avec la tension pour alimenter nos appareils. Donc le courant, non, qui marche par les RG11, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pour alimenter nos amplificateurs, c'est comme ça qu'on appelle aussi ça. Maintenant, je n'ai pas compris puisque à cette année-là, j'étais encore novice. Donc j'étais un apprenti. Je ne connaissais pas. J'ai essayé de refaire comme j'ai pu faire, donc refaire ce qui était brûlé.
On appelle ça chez nous Mangamba. J'ai refait les 5 clients hein, qui étaient brûlés. Donc, on dit 5 maisons, 5 télés. C'était brûlé. Après, maintenant, quand je refais, il y a un 5e câble. Que quand je touche, je ressens une petite masse. Ok. Comme j'étais novice, je disais que peut-être que c'est comme si je suis au poteau, c'est normal. J'étais novice, je précise bien. Après alors, dès que j'ai rebranché, j'ai mis le scotch. J'ai mis le Mangamba, puisque le Mangamba en question, il y a un pont qui a une vis, un connecteur qu'on connecte à nos répartiteurs. Et je vous précise encore, je reviens encore sur ceci, c'est que l'arrivée de nos images venait avec la tension, mais il n'y avait pas d'amplificateur. Il y avait seulement un répartiteur qui coupait le courant pour que ça ne parte pas chez les clients. Pour ceux qui connaissent les câbleurs, je dis bien. Maintenant donc, j'avais donc l'arrivée qui venait de chez nous avec le courant et la tension qui était bloquée bien sûr par le répartiteur avec ma main gauche. Ce qui avait le Mangamba que j'ai refait, qui était brûlé, que j'ai pouvais brûler. Donc j'avais le connecteur, donc le pont qui alimentait ce Mangamba avec ma main droite. Dès que j'ai tchouqué les deux au même moment, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance selon, parce que moi j'ai vu la vidéo de ma mort en ce moment-là. Comment quand quelqu'un le courant le frappe, non? Quand quelqu'un le courant le frappe, en tout cas tout le monde connaît. Mais moi j'étais au poteau. Et ça m'a pris, mes mains, mes deux mains ont commencé à brûler. J'ai même une brûlure ici, donc une cicatrice à côté du cœur, 1 mètre avant le cœur. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. J'ai perdu connaissance sur le poteau. Oh, tout le monde a crié. Même les gars de Néo étaient là. Oh, 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 oh. Après, papa, un courageux est venu. Mais avant que je revienne sur le courageux qui est venu me sauver, pendant mon inconscient, puisque je suis resté inconscient pendant 2 minutes. Les 2 minutes là, j'ai vu, en tout cas, je me suis vu moi-même. Puisque, comme je vous parle là, celui qui est mort, ce n'est pas moi. La personne qui m'a créé, ce n'est pas Dieu. C'est celui qui est mort, que j'ai pris son corps. Donc, il m'a donné son corps. Excusez le terme. Il m'a donné son corps. Je voyais puisque j'ai ce souvenir, c'est pour ça que je dis que je voyais des couleurs différentes. Donc, toutes les couleurs qui existent au monde. Toutes les couleurs, mais qui sont un peu comme dans un cercle, vous voyez un peu. Donc, on m'a dit que j'étais en train de mourir quand j'ai vu les pasteurs après. Que j'étais en train de mourir. Et quand j'étais en train de partir dans l'autre monde, comme on l'appelle souvent, je me suis vu moi-même. Et la personne que j'ai créée, donc la personne qui m'a créé, qui n'est pas Dieu, mais qui était celui que je suis maintenant. Vous voyez un peu. Il m'a dit de prendre soin de sa maman et de ses frères. Qu'il me laisse avec ses souvenirs. Qu'il accepte mourir puisqu'il sait que c'est qu'il accepte mourir totalement, c'est que son corps ne va pas survivre. Et comme j'étais là, comme il m'avait créé, je précise ceci, avant que cet accident ne se passe, quand il avait un problème, on causait en tête. Et j'étais un peu comme ça, donc je suis sa conscience. En tout cas, c'est pas les blagues DMG, c'est la vérité. C'est la vérité. Et je demande conseil à tous ceux qui écoutent ce voice, que maintenant, en tout cas, la vie que je suis en train d'amener avec le corps de celui qui m'a créé n'est pas bien.
Je ne peux pas expliquer tous les détails. Mais ce n'est pas bien, je ne suis pas fier. Il est mort. Sa maman n'est pas fière de moi. Je n'honore pas tout. Je ne vis pas bien. Je travaille, j'ai la force. J'ai ça, donc j'ai tout pris de lui. Mais je ne sais pas comment il peut vous dire ça. Je ne sais pas. Voilà. La question que je voulais poser, c'est maintenant qu'on reprend la réalité sur comment. Qu'est-ce qu'on fait? Never a dull moment. Vous avez écouté l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi ça en commentaire. Moi, dépassé.com, je suis. Bonsoir Axel. Allô? Bonsoir DMG, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez, commentez. Bon, je viens aujourd'hui pour vous expliquer une histoire que j'ai vécue avec mes parents. Bon, cette histoire-là s'est passée dans notre village en 99. Mes parents avaient décidé d'aller se marier religieusement dans le village. Et à l'époque, en 99, nous n'avions pas encore l'électricité dans nos villages. Donc, il fallait faire venir un groupe électrogène, en fait, pour faire la cérémonie au cas où la nuit tomberait. Vous voyez, non? Du coup, le groupe électrogène, ça se trouve à 7 à 8 km de la ville. Au moment où le groupe électrogène était en train d'arriver, il y a eu un arbre, un grand arbre, mais de... C'est quand l'arbre est tombé sur la route, il y avait au moins 10 mètres, parce que c'était vraiment le tronc d'arbre. Là, les gens ont commencé à vouloir faire passer la voiture, donc ils ont commencé à vouloir couper l'arbre pour séparer. Mais ils ont commencé vers 14h jusqu'à 19h. Il n'y avait toujours pas d'électricité. Alors que mon papa était quand même un dignitaire de ce pays, donc il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées pour venir assister à ce mariage-là. Donc, il fallait au moins l'électricité. Alors que dans le village, paix à son âme, celle-là, elle est décédée aujourd'hui. Il y avait, vous savez, les gens qui ont l'épilepsie, là, dans les villages, les gens les prennent pour des sorciers. Les gens les trouvent bizarres. Et j'avais une cousine éloignée qui avait l'épilepsie, mais elle, apparemment, c'était vraiment la sorcellerie qu'elle avait, en fait. Et elle appelle mon papa. À ce moment, j'étais derrière la voiture. Personne ne m'avait vu, en fait. Quand il faisait noir, j'étais en train de boire un peu de vin de palme en cachette là-bas. Donc, elle appelle mon papa et lui dit, tu sais, c'est ton mariage. Moi, je n'ai rien à t'offrir comme argent. Mais comme tout le monde a peur de moi au village ici, et toi, toutefois que tu reviens de la ville, tu m'apportes des pains, de la sardine, un peu d'argent. Moi, je vais te rendre un service pour qu'au moins, il y ait l'électricité. Comme il y a les tambours, les gens ils vont tambouriner toute la nuit, mais au moins, il faudrait qu'il y ait l'électricité sous les bâches. Il dit, oui, mais depuis, on essaie de couper l'arbre là pour que la voiture qui a le groupe électrogène puisse entrer. Mais elle dit non. Si tu es d'accord, il n'y a pas de souci. Mets-moi dans un endroit où personne ne me voit. Alors que je suis derrière eux, ils ne m'ont pas vu. Moi aussi, je me cachais de mon père parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que je bois l'alcool. DMG. Vous voyez les phares des véhicules là. Les Renault, les anciennes Renault, comment on appelait ça? Il y avait des Renault empâchés, un peu le modèle des coccinelles là. Il y avait des vieilles Renault, mais qui avaient des phares un peu sortis comme les grenouilles là. Vous avez vu l'homme qui allume ses yeux. La fille s'est cachée derrière la voiture. Et Stéphane, ses yeux se sont illuminés et puis s'était dirigé vers les bâches. Et un coup, toute la soirée était allumée. Ah, DMG, moi qui était en train de boire en cachette là-bas, là, dans mon vin de palme là. Imaginez les 4 roues en l'air que j'ai tracé un marathon. Mais j'avais jamais vu ça. Comment est-ce que... Je sais pas quoi. Les yeux, si vous voyez les torches, les phares de véhicules là, non? De la manière quand tu es dans le noir, tu allumes tes phares là. Authentique que si on m'avait dit allez que moi j'étais en cachette en fait derrière la voiture de mon papa dans le noir en train de boire le vin des palmes. Et ma cousine qui lui dit ah moi comme tu m'aides souvent quand tu viens tu me donnes la sardine un peu d'argent malgré que les gens me traitent comme de sorcière, toi tu n'as pas peur de moi, moi je vais te rendre service. Et puis dans le noir vous voyez on ne sait pas d'où la lumière sort. Pour ceux qui sont sous la bâche ils ne voient pas, mais moi qui suis en cachette derrière la voiture là, c'est moi qui suis témoin oculaire
de ces phénomènes, parce que c'est un phénomène, des yeux, mais qui s'allument. Voilà, tu vois derrière toi, DMG, le truc qui est derrière toi là-bas, le truc là-bas là, qui est allumé là. Non, 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 comment derrière moi, comment? Non. C'est que, il faut que je vais. Vous voyez les phares des véhicules là, non? Phares jaunes des véhicules. Ces deux yeux se sont allumés et éclairé la soirée. Donc les gens se disent que mon papa a trouvé une solution, alors que moi qui suis derrière eux là-bas, là, dans le noir en train de me cacher là, moi je sais que c'est l'homme qui fait ça avec ses yeux. Eux le vin haut. Et les pâtes au. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais je t'ai dit, hein, depuis lors, hein, jusqu'aujourd'hui, je te parle de 99 à aujourd'hui là, j'ai mis mes pieds 2 fois passé, mon papa est décédé, je suis allé au village. Sinon, hein, un village qui n'était pas électrifié, un coup de lumière. Pendant ce temps, les villageois croyaient qu'on a pu régler le problème avec le tronc d'arbre qui est tombé sur la route, que le groupe électrogène était là. Aïe. Non mais, ça existe, les choses comme ça. Hein. Fallait voir pour être sûr que oui. C'est quand j'ai dit à mon papa que j'avais vu la scène, il m'a dit non, ne parle pas. Et ça, c'est quand on est rentré en ville. Hein. J'ai dit, papa, j'ai été témoin de quelque chose. Dis-moi que je ne suis pas folle. Il m'a dit quoi? J'ai dit non. Ta soeur, la fille, elle a allumé ses yeux. Il dit oui, elle voulait me rendre service. Il dit donc, c'est vraiment ses yeux. Il dit oui, lui-même, c'était sa première fois de voir, mais comme bon. Il n'a pas peur d'elle en fait. C'est pour ça qu'il a été serein. Sinon, effectivement, ce que j'ai vu là, c'est vrai. Donc, je ne sais même pas ce que je peux donner comme, comment ça s'appelle le truc. Mais c'est quand je me suis rappelé de l'ampoule qui est derrière toi, j'ai dit, attends, il y a une histoire ici. Attends, je vais raconter. Donc, sur ce bon week-end, que Dieu nous garde. Voilà, éteignez avec ta face, c'est ça qui va. Non, éteins d'abord. Vraiment, merci. Oui, vraiment, DMG, que Dieu te protège. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que même aujourd'hui, là, j'ai été témoin avec mon fils par rapport aux enfants qu'on doit. On ne doit pas laisser nos enfants aller manger ou bien s'arrêter quand quelqu'un mange là. Mon fils a fait ça aujourd'hui. Heureusement que je venais d'entendre l'histoire. Je lui ai dit, Maître, vous voulez me tuer peut-être. Si toi, on te donne la sorcellerie là-bas, qu'est-ce que tu peux me dire? Si tu n'es pas venu me soulever la nuit pour partir à mon corps. Vraiment, que Dieu te protège. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et merci pour l'histoire. Bon week-end. Bon week-end. Et à toi. Oh DMG, il n'allume pas. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme aller au primaire quand tu as un problème avec notre camarade et puis il dit on va bagarrer après. Tu as toujours les gens comme ça autour. Non, tape-le, tu es fort, tu peux taper. Il ne peut pas taper. Ne bagarre pas. Hé, grand, tu es fort. Après, quand on t'a adoré jusqu'à ce que ton œil a rougi, tu peux le taper. Hein? Tu vois quelqu'un qui est 3 fois plus gros que moi, il va le taper comment? Non. Le faux feeling que vous voulez souvent donner aux gens. Non, vas-y, allume, n'aie pas peur. Parce que si quelqu'un apparaît là, ça va apparaître pour nous deux, pour nous trois, pour nous aussi en direct. Non, c'est moi seul. N'aie pas peur. Ouais, les conseils des philosophes, n'aie pas peur, machin. Et DMG. Bonjour à toute la communauté DMG. Partageons, likons, commentons. Alors, ça fait près d'une année que je vous suis. Merci pour ce concept qui nous édifie énormément à travers le monde. Car vous êtes suivis, je pense, sur plusieurs pays, dans plusieurs pays par plusieurs nationalités. Alors, mon histoire, c'est la première fois que je vais raconter une histoire. Parce qu'à chaque fois, j'écoute l'histoire des autres. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice. J'ai plusieurs histoires, mais je vais commencer par celle-là. C'est quelque chose qui m'était arrivé en 2002 dans mon pays, un pays de l'Afrique centrale, que je vais taire le nom. Alors, ayant grandi
loin de mes parents, de ma mère. Ma mère j'ai grandi chez mon oncle. Ma mère était mariée avec un autre homme que mon père, car mon père, je l'ai perdu plus jeune. Alors, le monsieur avec qui ma mère vivait, je le voyais quand j'allais en vacances, j'étais chez ma mère et son mari, aujourd'hui décédé. Ce monsieur était décédé, je pense, en 2001. En 2001. Et moi, j'étais allée en 2002 dans mon pays d'origine pour faire un examen officiel. Je n'étais pas là au moment des obsèques. Je n'étais pas là au moment des obsèques. Un jour, ma mère est partie à un deuil en 2002. C'est-à-dire 1 an après le décès de son compagnon, elle est allée à un deuil. Il y avait eu un deuil dans la famille. Elle est allée à la veillée de ce deuil-là avec une de ses cousines. Je vivais avec ma mère et la nièce à ma mère. Ma mère étant partie au deuil, c'était dans les veillées mortuaires en Afrique, le plus souvent commence le soir. Donc elle y était allée vers 19-20 heures. J'étais restée avec sa nièce. Sa nièce est allée se coucher dans sa chambre. Et moi, je suis allée dormir dans le lit de ma maman. Et vers 22 heures, on était allé se coucher. Et moi, je n'ai pas dormi tout de suite. Je me suis mise sur mes cahiers pour faire un peu de révision dans le lit. En étant dans le lit, donc je lisais, et puis le sommeil m'a pris. Avec les cahiers dans le lit, je me suis endormie. Ma cousine est venue éteindre la lumière apparemment. Alors, j'ai dormi et à une certaine heure de la nuit, j'ai eu un pressentiment et j'ai essayé d'ouvrir mes yeux. J'ouvrais timidement les yeux, je me rendais compte en fait que ma maman n'était toujours pas rentrée. Il était peut-être 1h, 2h du matin, plus précisément 2h du matin. Dans la chambre de ma mère, il y avait un fauteuil. Un fauteuil un peu comme un canapé qui regardait face à la porte de la chambre, qui était face à la porte de la chambre de ma mère. Et je ne sais pas, j'ouvrais timidement les yeux. J'étais comme dans une espèce de brouillard. Et dans la chambre, je vois sur le fauteuil assis quelqu'un. Mais je n'arrivais pas à déterminer exactement qui était cette personne. Je n'arrivais pas à voir le visage. La personne était comme dans une fumée. Et assis dans le fauteuil, la personne regardait vers la porte. J'ai vu un monsieur. Ce que j'ai pu bien voir, c'était la chemise et le pantalon. J'ai vu comment la personne était habillée. Une chemise blanche et un pantalon noir. Cette personne regardait face à la porte. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Et j'étais comme éveillée, endormie, je ne sais pas. Quelque temps après, peut-être presque 30 minutes après, j'entends ma mère qui cogne à la porte. Sa nièce qui va ouvrir. Et je n'ai plus vu cette personne. Ma mère qui entre, elle va dans la chambre, endort. Le matin, au réveil, je lui pose la question, maman, comment était habillé le tonton, ton compagnon, quand il était décédé? Comment il était habillé? Comment vous l'avez habillé? Ma maman me dit, il avait une chemise blanche et un pantalon noir. J'ai dit, écoute, je l'ai vu cette nuit. Je l'ai vu, il était en pantalon noir et en chemise blanche, assis dans le fauteuil qui est là, dans ta chambre.
Ma mère n'était pas très étonnée. Ma mère me dit, ah oui, tu sais, il n'est pas loin de moi. Depuis son décès, il m'arrive de le voir aussi comme ça. Il est partout où je suis, surtout quand je sors et je rentre tard, il est avec moi. C'est sûr qu'il était avec moi, il m'a juste précédé. À mon retour de la veillée, il m'a certainement précédé, mais c'est certainement qu'il était avec moi. J'ai dit, ah ok. Et voilà, c'est une expérience que j'ai eue qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai compris en même temps que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Faisons très attention. Respectons les morts. Respectons les morts. Respectons les morts, mes frères, mes chers frères et sœurs. Respectons les morts. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Au revoir. Ça, c'est une famille terrible. Hein. Genre, c'est normal de voir un mort, il entre dans la chambre, là, au calme, il s'assoit, il se pose dans ton fauteuil, là. Bonsoir. Voilà, mon Oui. histoire, Amara. voilà, il s'agit une dame qui était mariée à un monsieur bien placé de la place. Voilà, je raconte mon histoire depuis Libreville, Gabon. Donc, c'est un monsieur qui vivait ici à Libreville, oui, au Gabon, précisément à Libreville. Alors, ce monsieur était dans une secte. Et la dame ne savait pas que son mari était dans une secte. Alors, le monsieur, lui, il vivait en fait dans la partie génitale de son épouse. Et les deux n'avaient pas de rapports sexuels. N'avaient pas de rapports. Lui, c'était que lui, il avait dans ces choses-là, voilà. Lui, il devait vivre dans la partie génitale de son épouse. Donc, elle ne devrait pas avoir des rapports intimes avec d'autres personnes. Sinon, le monsieur mourrait carrément. Alors, il avait mis les caméras dans toutes les pièces de la maison. Et la dame travaille dans un supermarché de la place. Lorsqu'elle va en famille, elle est accompagnée d'un gars de corps. Lorsqu'elle est aux toilettes, elle est accompagnée d'un gars de corps. Dans tous les endroits où elle allait, elle était accompagnée. Et cette histoire m'a été racontée par une amie qui est la collègue même de la dame en question. Et ça date déjà longtemps. Je ne sais pas si cette dernière vit encore. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Je reviendrai encore pour une autre. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. C'est une petite courte histoire qui m'est arrivée en 2009. J'étais encore un peu jeune quand même. Donc j'avais des amis ici en France, en Dordogne. Et l'un des amis travaillait dans un château. Et pour pas qu'il paie le loyer, on lui avait donné une petite maisonnée à côté du château. Et alors comme chez ma tante, il y avait beaucoup de monde, c'était aussi pendant les temps de fête comme ça. Donc j'ai été proposée d'aller dormir là-bas chez l'ami. Hein. Et puis j'ai bien dormi, ça s'est bien passé. Mais lui, il était parti parce qu'il a dormi dans l'autre chambre et puis il est parti travailler au château parce que pour acquérir cette maison, sans payer le loyer, il fallait qu'il fasse des menus travaux. Des menus travaux et ça l'aidait à les aider et aussi à habiter une maison sans payer de loyer. Et moi, pendant que je suis restée, j'ai été prendre ma douche et j'entendais les gens bavarder en bas, ils faisaient la vaisselle. Ils bavardaient comme une famille qui est installée, qui prend petit déjeuner. Et moi, je me suis dit, mais tiens, il a reçu du monde, donc il n'a pas été travaillé ou quoi. Donc je descends
Au moment de descendre, après ma douche, à la cuisine, il n'y avait personne. Il n'y avait aucune vaisselle de laver. Il n'y avait rien. Personne. Je dis, mais tous ces gens, ils étaient en train de bavarder il n'y a même pas 2 minutes. Et la vaisselle qu'ils étaient en train de laver, ils l'ont rangée où? Bon, maintenant je sors dehors. J'arrive, j'entends le bruit du moteur. Je dis, tiens, il est par là-bas. Et je m'en vais lui dire, bon, maintenant je suis en train de rentrer vers Bergerac. Là, il y avait ma tante. Mais seulement, tes amis sont vite partis comme ça. Je les ai entendus en bas. Et à un moment donné, même pas 2 minutes, il n'y avait plus personne. Eh bien, il a rigolé. Il me dit, ah bon, pourquoi tu rigoles? Il dit, ah, ils t'ont fait le coup alors. J'ai dit, mais les qui? Il dit, mais les habitants de la maison. Parce que dans cette maison où j'habite, moi je suis habitué avec eux. Donc c'est des anciennes personnes qui habitaient, des entités. Ils viennent souvent, ils bavardent, et puis, où ils mangent, je ne sais pas, moi je les ignore. Je fais comme s'ils n'étaient pas là. Et je pense qu'eux aussi, ils en font autant. Je dis, donc tu voudrais me dire que dans cette maison, il y a des fantômes qui habitent dedans? C'est des anciennes. Il me dit, oui, ils sont dedans. Au début, j'avais peur. Maintenant, bon, ben, je me suis habitué. Hein. Alors, je lui ai dit, écoute, je pense que même s'il faudrait dormir sous les étoiles, jamais plus je viendrai. Parce que j'ai eu la peur de ma vie. Quand je suis venue raconter ça à ma tante, elle me dit, mais tu sais, hein, dans certains châteaux ici en Dordogne, c'est hanté un peu partout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est ma petite histoire que je voulais raconter. Que ces histoires existent parce que ces personnes, ils étaient là, ils lavaient la vaisselle, ils bavardaient. J'entendais pas ce qu'ils disaient, mais je savais qu'il y avait beaucoup de monde. Mais au final, c'est des entités, des gens qui sont là depuis toujours. Peut-être qu'ils n'ont jamais voulu retourner. Ils n'ont jamais voulu accepter la mort, mais ils étaient là. Ils étaient là. Et moi, j'ai vécu ça. Et c'était en Dordogne, pas très loin de Bergerac. Voilà mon histoire. Bonsoir à tout le monde. Likez les enfants parce que notre DMG, il nous donne du plaisir, de la joie et puis ça nous sauve des vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma Brigitte. Bonsoir DMG. J'espère que tu m'écoutes. Oui, nous t'écoutons. J'aimerais aussi raconter une petite histoire. C'est un truc que j'ai vécu et qui se passe un peu de partout en fait. C'est une histoire qui s'est passée, peut-être ça date aujourd'hui de peut-être de 7 ans aujourd'hui. Alors ma petite histoire elle est, je suis une coiffeuse. J'aime ce nom de coiffure en fait. Ça se passe dans la ville de Douala, plus précisément du côté d'Aqua. Étant coiffeuse, comme j'ai souvent, j'accueille les clients et tout. J'avais une cliente qui était régulière. De temps en temps, elle venait au salon, elle garait sa voiture, elle venait se coiffer et tout. Elle aimait bien passer du temps avec nous. Bon, lorsqu'elle venait, elle nous achetait à boire, elle nous achetait à manger, elle passait du temps avec nous et tout. Elle était toute souriante et fière. Dès qu'elle finissait de se coiffer, elle entrait dans sa voiture, elle partait. Un bon jour, elle est arrivée au salon. On frappait les commentaires tout simplement. Un peu les commentaires comme on frappe souvent dans les salons de coiffure et tout. Elle était épanouie ce jour-là. Elle nous a lancé des petites blagues, soi-disant si seulement je savais, si seulement je pouvais être comme vous. C'est tellement beau d'être comme vous êtes là et puis vous riez, vous avez la joie de vivre et tout. Si seulement. Dans la curiosité, nous aussi on a demandé, mais madame, il y a quoi? Avec une belle voiture, autant vous êtes tellement belle, bien coiffée et tout, toujours très propre, toujours tout avec une belle voiture. Pourquoi est-ce que vous avez un problème? Pourquoi vous dites que nous sommes nous qui souffrons, nous qui mangeons à notre faim, on essaye de vivre pour améliorer au moins nos vies, avoir de quoi manger. Mais vous vous plaignez pour que nous on fasse comment? Elle a dit, elle est partie. Un de ces jours encore, elle est revenue. On a papoté comme de temps en temps, mais moi j'étais juste seule
J'avais ouvert le salon, c'était un jeudi. J'avais ouvert le salon, on avait pris rendez-vous le jeudi, puisque apparemment elle devait voyager. Elle est arrivée au salon, elle est venue se coiffer. J'étais au salon peut-être avec une de mes stagiaires. Elle me dit, j'étais en train de coiffer la dame, elle me dit, tu vois comment je suis belle? Je dis oui, tu es très jolie madame. Et vous avez aussi des très beaux cheveux. Elle me fait comprendre, l'envie, je vais juste te faire comprendre ceci. La vie que tu mènes, celle que tu as, elle est plus meilleure que rien. N'envie pas quelqu'un parce qu'il a une grosse voiture ou bien parce que tu as vu la personne est belle et elle a tout là où il faut et là où il y en a, elle est attirante et tout. Ce n'est que du pacotille. Elle dit, tu veux voir ma souffrance? J'ai hésité, j'ai dit que non, n'aie pas peur. Je veux juste te montrer quelque chose. Elle me dit, elle a ouvert sa voiture. Elle m'a montré. Derrière sa voiture, il y avait... Parce que elle m'a montré sa voiture. Derrière sa voiture, il y avait un gros serpent. Elle me dit, ce serpent, c'est mon mari. Je l'amène partout où je vais. Il est comme mon mari. Il est bon, c'est mon partenaire. On dort ensemble. On fait tout ensemble. Et je suis la seule personne qui monte dans ma voiture. En dehors de moi. Personne, je ne peux porter personne dans ma voiture si ce n'est que moi. Et elle m'a dit, c'est pour que tu comprennes les étapes de la vie. Comment la vie se passe. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux acheter même une villa, n'importe quoi, comme je veux. Et elle m'a dit, comme elle m'a expliqué et tout, j'étais vraiment glacée. Elle est entrée dans sa voiture. Elle m'a payé. Elle est partie. Depuis ce jour, jusqu'à nos jours, elle n'est plus jamais revenue là. Et moi-même, avec le temps, j'ai eu peur. J'avais même peur et que, mais qu'est-ce qui va m'arriver et tout? Qu'est-ce qui va se passer et tout et tout? Est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un et tout et tout? Je suis allée voir un pasteur, j'ai essayé d'expliquer. Il m'a dit non, elle t'a juste, c'est parce qu'elle t'aimait. Elle a vu comment tu te débrouilles, comment tu es accueillante et tout. Elle a juste vu que non, tu es juste une personne et tout et tout. C'est juste, elle m'a fait, pour me faire comprendre que on ne doit pas être dans des zones comme nous sommes parce que nous, les coiffeuses, on côtoie beaucoup de personnes. Beaucoup de grands types. Les gens qui viennent faire les massages, les gourmands, les amants, ils viennent là. Ils sont des grands messieurs. Parfois, il y a des messieurs qui viennent même, ils te laissent des pouvoirs et tout et tout. Ils gardent des voitures, ils amènent les copines, les enfants, les messieurs de 70 ans, qui amènent des petites filles de 18 ans, les filles universitaires. Elles viennent là souvent. Elles sont versées. Et apparemment, comme c'est la période de fête, il y a des périodes comme ça où vraiment c'est insupportable. Il y a vraiment des messieurs qui viennent désagréablement, qui ont de l'argent. Bon, ça m'a fait comprendre que dans la vie, pour avoir quelqu'un, elle a de l'argent, elle a ce qu'elle peut avoir, elle a la beauté là où il faut, elle est belle, mais c'est juste du pacotille. Elle n'a pas de vie. Elle ne vit qu'une vie de pacotille, vraiment. C'est pour faire comprendre cette histoire que je raconte ce soir. C'est aussi pour sensibiliser beaucoup de personnes. Parce que ça, c'est une mauvaise période qui passe actuellement. De faire vraiment attention. Vraiment. De faire attention à beaucoup de choses. Et de beaucoup prier. Et vraiment de vivre avec ce qu'on a. Donc, vraiment, c'est pour sensibiliser beaucoup plus mes sœurs, les jeunes filles. Parce que je côtoie beaucoup de personnes dans le domaine que je fais. Il y a beaucoup de jeunes filles qui entrent avec des messieurs qui leur payent des trucs. N'importe quoi, ils ne savent pas. Donc, dans le domaine professionnel, ça ne demande pas à regarder trop. Tu ne regardes que ce que les clients... Merci beaucoup pour l'histoire, Jennifer. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Merci DMG. Mais attends. Merci. Et je profite aussi pour dire que c'est pas seulement les clientes qui arrivent dans le salon de coiffure dont il faut se méfier. Vous savez, la tête de quelqu'un est très sensible. Pour ça, on dit, ne laissez pas n'importe qui toucher ou bien mettre sa main sur vos têtes. Et c'est qui met les mains sur les têtes des gens légalement. C'est-à-dire qu'officiellement, c'est son travail. C'est le coiffeur, c'est la coiffeuse. Donc, imaginez maintenant, votre coiffeur ou bien coiffeuse est compliqué. Ça va être terrible pour ses clients. C'est-à-dire qu'elle va toucher officiellement vos têtes et faire des choses que vous n'allez même pas. D'autres, parfois, quand elle les coiffe, elles dorment carrément. Elles sont endormies, genre, elles sont vraiment, tes mains sont douces. J'aime comment tu touches ma tête. Well done.
Well done. C'est bien. Parfois, tu te coiffes quelque part et tu remarques que tes cheveux grandissent beaucoup plus vite que d'habitude. Pour les hommes, hein. Que tes cheveux grandissent beaucoup plus vite que d'habitude. Merci beaucoup, Vika. Merci. Genre, tu as l'habitude de te coiffer à environ une fois en 2 mois ou 3 mois. Sauf que quand je te rase, tu commences à te raser là-bas. Ou il met un produit, ou il met quoi. Chaque mois, il faut que tu vas te raser là-bas. Parfois même, tu n'as pas forcément un truc à te raser, mais tu veux quand même passer pour faire un trait ici à côté, un truc ici. Pareil pour les femmes. Tu viens de te faire toute belle là. Après, genre, c'est genre, vraiment, je n'aime plus trop la coiffure si une semaine après. Je n'aime plus trop la coiffure si vraiment je veux faire la machin, la pingouin. Comment vous appelez vos coiffures là? Vous pensez qu'elle se passe? Parfois, il y a des coiffeurs qui peuvent te pratiquer pour que, à tout moment, quand tu es là, tu n'as rien à faire, tu veux seulement aller te coiffer. D'autres colbossers, même c'est la qualité que ils pratiquent pour faire que même quand tu as le crédit dans ton téléphone, tu veux toujours aller faire les appels dans son callbox. Comment tu expliques ça? Que tu as ton téléphone, tu as le crédit, tu as le numéro dans ton téléphone, mais tu peux faire aller appeler au callbox comment? Donc, soyons vigilants. Vous m'entendez mieux? Ou bien c'est toujours faible? Non, attends, ils vont... Ok, c'est bon maintenant. Ok. Donc, moi, je suis une Gabonaise. Mon histoire vient du Gabon. Donc, j'étais en 5e. Je descends des cours. Voilà. Je fais une petite sieste et tout. Mais en me réveillant, je me sens pas bien. En sachant que la journée, ça allait. Donc, quand je me réveille, je me sens pas bien et tout. J'essaie de forcer, mais ça va pas. Donc, je me recouche. Et en me recouchant, je fais un rêve comme quoi, genre, je me retrouve dans la maison familiale, notre maison familiale. Il y a genre comme une cérémonie et tout. Et moi, j'arrive, je viens seule et tout. C'est une de mes grand-mères qui m'accompagne. Lorsqu'elle m'accompagne, elle me présente à tout le monde, les gens qui étaient assis et tout. Et en me présentant chaque personne et tout, elle me dit, telle personne est née ce jour-là. C'est moi qui lui ai fait ça et tout. Donc, on continue tout jusqu'à arriver au niveau de la maman de mon papa. Elle me présente et tout, elle me dit, c'est elle, tu portes son nom et tout. Voilà comment moi je l'ai tuée. Maintenant, elle m'amène genre vers la cuisine. Il y avait une marmite, je sais pas si vous connaissez les marmites à 3 pieds là. Les marmites genre qui ont 3 pieds, genre qu'on met souvent sur le charbon là pour faire les sauces et tout. Genre en façon au village là. Elle ouvre la marmite, genre dans la marmite, il y a tout le reste de la famille, les membres de la famille qui sont encore vivants, je précise. Et elle me dit, est-ce que tu te vois ici? Je lui dis non. Elle me dit, depuis que tu es né, je cherche à t'avoir, mais je n'arrive pas. Tout ce monde-là, si je veux les toucher, je peux les toucher, mais toi, je n'arrive pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois que toi, tu mets tes pieds dans cette maison-là, je te tue. DMG, moi, je suis qui pour remettre encore les pieds là-bas? Je suis qui pour remettre encore les pieds là? Moi, j'ai le but. Ça fait depuis 2018, hein, je crois. Oui. Je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. C'est-à-dire que le rêve là, elle m'a parlé, c'est bien rentré. Je peux être têtue avec tous les autres, mais elle seulement, elle m'a dit que c'est bien rentré même. Je n'ose même pas rentrer. Même le quartier, je ne passe même plus par là-bas. En tout cas, c'était mon histoire. Voilà, c'est la première fois que je viens raconter une histoire. Voilà, j'en ai encore plein d'autres. Je reviendrai peut-être. Merci. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Quand tu reçois les vétos comme ça dans le rêve, mon ami, si tu veux faire genre, non, moi je sais quoi, ça c'est le rêve, moi je m'en fous. Ok. En fous toi. Bonsoir.
Rencontre. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Oui, ça va très bien, merci. J'étais là depuis, Ok. je suivais l'histoire jusqu'à ce que la dame qui est montée tout à l'heure, qui parlait du salon de coiffure. Et du coup, là, tiens, ça m'a fait une petite idée. En même temps, j'ai une histoire aussi à raconter. À l'époque, quand je faisais la coiffure, c'était dans les années 99 par là. Vu que c'est moi qui gardais la clé du salon, j'allais tôt et j'ouvrais le salon. Et un matin, j'étais au salon, je suis en train de nettoyer le salon. Et devant le salon, il y avait des graviers. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un marche là-dessus, forcément, tu entends les bruits, tu entends les parcs, en fait, vu que c'est du gravier. Et je suis en train de balayer. Et là, subitement, je lève la tête, je vois quelqu'un qui arrêtait devant moi. Je ne l'ai pas entendu venir parce que c'est les graviers. J'étais carrément devant le magasin en train de nettoyer. Donc, forcément, si elle entend de venir vers moi, je veux voir la personne venir. Puisque je suis dehors. J'ai pas entendu quelqu'un venir, j'ai pas entendu quelqu'un marcher sur les graviers. Mais là, il y avait quelqu'un devant moi. Une dame noire, grande de taille, très grande d'ailleurs. Je veux faire un shampoing. Mais bizarrement, quand j'ai levé la tête, quand j'ai regardé cette dame-là, mais j'avais les cheveux qui étaient dressés, j'avais la chair. En fait, je sais pas, mais je me sentais pas bien du tout. Elle me dit, elle veut faire un shampoing. J'ai dit, ok, je peux pas la chasser. Rentrer, elle est rentrée. Elle s'est assise. Et en face, là où on lave la tête, en face du coin, il y a le miroir qui était c'est un salon. Donc, le miroir, il était grand comme ça dans le salon. Et elle s'est assise face au miroir. Et elle a baissé la tête. Donc, je dis, ah, madame, levez la tête pour que je puisse faire le shampoing. Elle lève la tête directement et elle ferme les yeux, au fait. Donc, elle lève la tête, elle met la tête en arrière. Je lave la tête. En fait, elle m'a fatiguée tellement. J'ai dit, bon, ok, j'ai lutté, j'ai lavé quand même la tête. Je finis, je vais maintenant sécher ses cheveux. Je l'emmène devant le miroir. Et j'étais seule avec elle dans le salon de coiffure. Hein. Je mets la dame devant le miroir. Elle a la tête baissée. En fait, la dame faisait tout, mais elle regardait pas dans le miroir. Et je comprenais pas pourquoi. Je lève la tête de la dame. Madame, mettez bien la tête. La dame, elle ne regardait pas dans le miroir. Et j'avais les cheveux qui étaient dressés. C'est comme si j'allais sortir carrément du salon, mais je peux pas la laisser seule dans le magasin. Et je sais pas, j'étais là. Et j'ai lutté, j'ai quand même bouclé ses cheveux. Je l'ai mis sur le casse. Oh, encore sur le casse. Baissé comme ça. Elle voulait pas regarder le miroir. Et là, je commençais à paniquer. Et Dieu merci, j'ai ma collègue qui est arrivée. Et elle aussi, c'est une fille. Il y a des, bon, je savais, il y a des filles qui tombent souvent. Enfin, je sais pas si on dit en transe ou bien, je sais pas. À certaines personnes, ceux qui en versent pas l'eau, quand tu verses l'eau, quoi, elle est dans des génies, des trucs comme ça. Donc, Dieu merci, ma collègue, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, je l'ai vue, j'étais tellement contente. Ah, Dieu merci, quelqu'un est rentré et tout. Quand ma copine est rentrée dans le salon, elle s'était assise tout de suite, elle est devenue, c'est-à-dire, elle ne bougeait plus, elle ne parlait plus, comme si elle est tombée en transe, au fait. Donc, je dis, je l'appelle, mais Marie, elle me répond pas, elle est figée là. Donc, du coup, la dame, rapidement, elle est sortie du miroir, là, de faire vite, elle va partir et tout ça. Donc, je dis, ok, venez vous mettre devant le miroir, je vais enlever le boucle. Elle est venue s'asseoir, mais la tête baissée, ma copine aussi qui est derrière, qui ne bouge pas. Et je suis avec cette femme en train de lutter. J'appelle ma copine qui ne réagit pas. Et j'ai lutté, j'ai fini d'enlever les trucs. Elle n'a même pas voulu même que je peigne carrément ses cheveux. Elle a déposé l'argent sur la coiffeuse là. Et rapidement, elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, ma copine a pris conscience. Donc je lui dis, mais Marie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, voilà la femme. On sort, la dame a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas encore, mais bon, c'était juste mon histoire, en fait. Donc, plein de bisous à vous et bonne suite de l'émission. Merci bien pour ce que tu fais, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire aussi. Merci. Allez, commentaires. Rebonsoir, Brie. Voilà, Allô? mon histoire, je vais raconter l'histoire de, c'est une jeune dame qui prie beaucoup. Alors, elle avait rencontré un monsieur qui travaille à Port-Gentil dans une société, je donnerai pas le nom, j'ai failli donner. Alors, ce monsieur-là on l'avait promu à un poste plus élevé, mais ce poste-là, c'est un monsieur pourtant qui avait fait de hautes études, hein, vraiment, qui avait un très bon parcours scolaire aussi. Alors, on va lui proposer de rentrer dans une secte, mais pour rentrer, il fallait qu'il se marie en fait. Il fallait qu'il se marie. Et comme il avait rencontré une jeune dame avec qui il entretenait bien sûr une relation, alors il demandera, il va proposer à la dame de l'épouser.
Mais la jeune dame, vu qu'elle est encore à l'école, la dame lui dira que non, monsieur, c'est vrai que je t'aime, mais je ne suis pas prête. Mais monsieur va insister que non, voilà, je peux t'épouser. La dame va dire non, moi je ne suis pas pressée, moi je vais terminer d'abord mes études. Mais là-bas aussi, on lui demandait de presser les choses parce que pour avoir ce poste, il fallait qu'il puisse avoir une femme, il puisse épouser. Excuse-moi, DMG, je vais me déplacer parce que là, je suis à trop de bruit. Désolée. Excusez-moi, avec tout le respect. Voilà, donc je disais, alors, la dame, les jours vont passer, les mois et tout ça. Et là, le monsieur sera impatient. Il va insister. Alors, la jeune dame dira, niet, moi, tant que je n'ai pas terminé mes études, je n'ai pas eu mon examen, je ne peux pas me marier et je suis encore très jeune. Alors, ce dernier va tomber malade. On va l'évacuer à Libreville. Il sera interné dans une clinique de la place. Voilà, la jeune dame va le rendre visite. Arrivé dans la chambre, le monsieur vraiment sera dans un état critique. Mais va remarquer qu'il y a des personnes et des messieurs habillés en noir qui sont assis juste à l'entrée de sa chambre. Alors, elle va pas se poser des questions, quoi. Elle va retrouver le monsieur et le monsieur lui dira, tu sais, je vais te dire la vérité. Je t'aime beaucoup. Voilà pourquoi je veux te dire la vérité. En fait, là où j'avais eu le travail, tu vois, on m'avait proposé de rentrer dans ces choses-là et je suis rentrée. Mais il me fallait que je me marie. Voilà pourquoi j'ai voulu me marier. Je voulais te donner, je voulais te sacrifier. Mais la raison pour laquelle il n'a pas pu sacrifier sa copine, c'est parce qu'en fait, donc en fait, il n'était pas uni. Pourquoi il n'a pas pu? Et c'est le fait aussi qu'elle prie beaucoup. C'est qui a fait en sorte que non, qu'il ne puisse pas la sacrifier. Donc, le conseil que moi j'ai à donner, parce que il y a beaucoup de jeunes, quand un homme veut de toi, un homme vient vers toi comme ça, peu importe les ennemis, le fait qu'il se précipite de te dire, voilà, je vais t'épouser. Toi, tu lui dis que non, voilà, tu rentres dans ton bonheur, quoi. Alors que tu ne sais pas ce qui t'attend à l'intérieur. Et ce monsieur, après, parce qu'il y avait même un contrat, même dans le sec, mais qu'il avait fait lire même à la dame. Et après avoir donné le secret à la fille, et le monsieur est décédé. Il est décédé dans sa chambre, dans son lit d'hôpital. C'est ce qui avait sauvé cette dernière. Bon, c'est ça mon histoire, DMG. Désolée encore du bruit, pardon. Non, merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Comme quand tu vois un mariage, il m'a dragué pendant 2 semaines, la 3e semaine, il m'a demandé un mariage. Vraiment, c'est un homme sérieux, engagé. C'est vraiment un homme, c'est vraiment... Blanche-Neige. Ouais. Après, pim, tu attends seulement que non, elle n'arrive pas à enfanter. Pourtant, tu as caché dans ton CV que tu avais fait 2 avortements. Hein. Déjà, tu avais...